Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Oui, c'est une journée festive d'ailleurs de part et d'autre. Assomption pour les uns et fête de l'IAM pour les autres. Eh bien, il y en a aussi qui ont fêté les deux ensemble pour le compte de cette journée. Et pour ce soir, sur le grand rendez-vous, nous vous proposons 3 plateaux animés par un ingénieur agronome, un assistant social et vous aurez également le coach Marcel Effon, un coach motivateur sur le plateau dans un instant. On va suivre d'abord la météo. Vous avez compris que Savalou est à l'honneur aujourd'hui. Savalou, c'est l'IAM, oui, mais Savalou, c'est aussi le manioc, puisque produit du gari dans cette localité du Bénin. Et gari issu bien sûr du manioc, un tubercule qui traîne beaucoup de maladies au Bénin. Aujourd'hui, la recherche essaie tout simplement de faire comprendre ces maladies aux producteurs et offre également des outils, sinon des mécanismes pour donc lutter contre ces maladies. Nous allons essayer de faire l'exercice aujourd'hui sur Monde agricole. Nature et bien-être vous offre le numéro 2 de la série sur l'assistance sociale. Ce soir, il sera juste question bien sûr de définir l'assistance sociale comme un bouclier pour les personnes vulnérables. Protéger et aider, c'est ça le credo de ces professionnels du social. Rendez-vous tout à l'heure et nous allons parler développement personnel et surtout comment changer sa vie. Oui, changer sa vie, c'est également modifier ses valeurs. C'est ce que nous dira tout à l'heure le coach Marcel Effon. Restez donc avec nous pour suivre ces 3 différents plateaux. Et n'oubliez surtout pas que le grand rendez-vous, c'est également un rendez-vous de l'information, du développement. Et ce sera bien sûr avec Roch Akweinou ce soir à 19h45. Mais pour le moment, il est en place. Bonsoir Roch Akweinou. Bonsoir Assiom Gaba. Vous nous revenez tout droit de Savalou ce soir. Oui, c'est la fête là-bas, mais dites-nous, quel est le menu de ce 19h45? Oui, Assiom, nous revenons de Savalou, se poursuit la fête de l'IAM, tout comme à Akaradel, le grenier de l'IAM au Bénin. Ce soir, le menu principal du journal tourne autour de 2 événements marquants ce 15 août. Il s'agit d'abord de la célébration de la fête de l'Assomption, une fête religieuse qui semble se faire noyer par la fête culturelle de l'IAM, célébrée chaque année à la même date, le 15 août. Donc, est-ce vrai ce constat? La rédaction de B24 a réalisé un sujet à cet effet. Et puisque les Béninois aiment bien consommer de l'IAM sous plusieurs formes, mais surtout sous
La forme pilée. Un autre reportage viendra nous édifier sur comment reconnaître la bonne qualité de l'iam en fonction justement du mets que l'on désire. Et enfin, ce jour, le repas le plus servi dans les ménages, c'est l'iam pilé. Dans les marchés, nous sommes allés constater l'ambiance de vente de ce tubercule Asium. Ah oui, là, on saura reconnaître le vrai, l'abocor du faux. C'est ça, hein, Roch Akwei? Oui, tout à fait. Le reportage réalisé par une équipe de la rédaction nous édifiera davantage. Merci beaucoup déjà hein, pour ce reportage. Rendez-vous tout à l'heure hein, pour savourer ce menu. Voilà, je vais dire, hein, de la rédaction de BB24. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 exactement. Mais avant cela, nous allons ouvrir les... Et on commence par Monde agricole. Agricole aujourd'hui, ça parle de maladies, oui, maladies liées bien sûr au manioc. Oui, le manioc souffre de beaucoup de maux. Quels sont ces maux et comment, quelles en sont bien sûr les causes? Rendez-vous tout à l'heure avec l'ingénieur agronome Max Sewayi, avec qui nous allons aborder bien sûr la question. Pour le moment, nous allons suivre ce reportage et qui nous parle bien sûr, qui nous présente le manioc avec les difficultés liées à sa production. Regardez. Les racines tubérisées du manioc jouent un rôle prépondérant dans le monde agricole au Bénin, notamment au niveau des populations rurales. Introduit en 1960 sur le continent africain par les Portugais, cette racine de tubercule procure assez d'aliments nutritifs à l'organisme humain. Partie d'une culture locale, la production du manioc offre de nos jours plusieurs variétés. Initialement, nos populations vivaient des variétés traditionnelles, c'est-à-dire des variétés locales. Et ces variétés locales, pour la plupart, le rendement est très faible ou bien ça ne donne pas assez d'énergie suffisante. Actuellement, nous avons deux grands groupes de manioc. Il y a les variétés à chair jaune et les variétés à chair blanche. La différence entre ces deux variétés de manioc ne se situe ni au niveau de la couleur de la chair, ni au niveau de la plante, mais plutôt en sa composition nutritionnelle. Si nous allons plus en profondeur, nous allons voir que les variétés à chair jaune contiennent de la provitamine qui sont après le métabolisme, lorsque l'organisme consomme, après le métabolisme, ça donne la vitamine A. La production du manioc est spécifique et bien détaillée. Tout part avec les tiges. Le matériel, on appelle ça le matériel végétal. Après 12 mois, vous coupez entre le cou et les feuilles, vous coupez les tiges. Ce sont des boutures de 15 à 20 cm pour vous planter. Il y a différentes formes de plantation. Il y a la plantation verticale, la plantation oblique et la plantation couchée. Depuis un certain temps, cette racine de tubercule est menacée par des pathologies et des maladies virales, en l'occurrence la mosaïque africaine du manioc. La mosaïque du manioc, disons, s'observe au niveau des feuilles. Vous allez constater que le limbe se rétrécit et limite disons, la constitution bien de la photosynthèse. Or, nous savons que tout ce qui est au niveau des feuilles sont drainés dans les racines. La racine de tubercule de manioc est généralement utilisée dans la transformation agroalimentaire. Elle donne des produits tels que le gari, le tapioca et bien d'autres. Alors, bonsoir, monsieur Max Sewayi. Et bonsoir, mon jeune frère. Oui, bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau où nous parler bien sûr de ces maladies liées au manioc, surtout les champs de manioc et tout le reste. Mais dites-nous déjà, est-ce que c'est la raison pour laquelle le manioc coûte cher ces temps-ci? Et avant de répondre à votre question, il y a une petite histoire d'abord de manioc. Parce que en suivant le reportage, on dit que le manioc est arrivé au Bénin en 1960. 60. Non, le manioc est arrivé au Bénin bien avant 1960. Le manioc fait partie des premières cultures du monde. Du monde? Du monde.
Et c'est venu de Proche-Lorient. Et c'est venu par les Adjars. Vous savez que les Adjars ont quitté Proche-Lorient. Et les Adjars descendent avec certaines cultures, avec certaines... Les Adjars, oui. Ils sont venus de Proche-Lorient, oui. C'est-à-dire Israël et tout oui, le voilà, reste. c'est des gens qui sont venus de Proche-Lorient. Et quand ils se déplacent avec certaines plantes. Et manioc faisait partie de cette plante. Et c'est pour cela que, en langue fond, on dit, pour faire la sauce, on court rapidement pour aller chercher cette feuille boïba. Boïba, là, courir pour aller chercher la feuille pour faire la sauce rapidement. Donc, manioc existait bien avant 1960. 1960. Voilà, okay. donc, quand ils arrivent quelque part, ils font la clôture avec manioc. Peut-être que c'est en 1960 que le Bénin a vraiment considéré cela dans sa politique agricole. Je viens. Oui. Donc, lorsque le manioc est arrivé dans notre pays, alors Dahomey, c'est venu par les Adjars. La première chute, c'est à Alada, à Djadji-Kouessé. La deuxième chute, à Kana-Boycon. Maintenant, troisième chute, vers Savalou, et c'est reparti dans tout le monde, dans tout le pays. Et en 1959, il y avait une maladie dont il a parlé, mosaïque, qui avait détruit tout le manioc. Lorsque le président Manga a pris le pouvoir, il a fait ami avec les Portugais, et puis c'est les Portugais qui ont amené une variété qu'on appelle Akpaki. Et c'est la maladie qui avait détruit toutes les variétés, là, c'est mosaïque. Ce qu'il a montré, tout à l'heure. Oui. Donc, il y avait de manioc, il y a plus de manioc dans le pays, et le président Manga, il a pris l'indépendance, il a signé un accord avec certains pays, et il a amené une variété qu'on appelle Akpaki. Et Akpaki, il a expérimenté à Niaouli, à Togon. Et on a expérimenté, maintenant c'est là où on a fait sortir des variétés qui peuvent résister contre la maladie en 1960. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est de là qu'il y a des variétés qui sont sorties pour lutter contre les maladies qu'on appelle mosaïques. Mais si c'est des variétés qui peuvent résister, quel est alors... pourquoi on assiste encore à des maladies justement du manioc encore? Vous savez, en agriculture, oui, il y a des techniques culturelles que le monde rural n'arrive pas à appliquer. Mais on dit la maladie, on traite les maladies, mais ça revient, non? Et quand ça revient, il faut chercher des solutions. Donc, il y a des luttes mécaniques et les luttes chimiques. Lutte mécanique que les paysans n'arrivent pas à respecter, c'est l'assolement, répartition des terres. Alors, le paysan préfère répéter la même culture sur le même sol chaque année et tout le temps. Alors, il suffisait de faire les pièges pour éviter la maladie. La maladie est venue, la maladie est dans le pays. Quand on dit on a traité telle maladie et vous ne prenez pas les dispositions, la maladie est revenue. Est-ce que vous voyez? Donc, on a fait la sélection. Et il y a la variété qui est venue pour lutter contre la maladie. Au même moment, il y a des frontières que les gens amènent encore des choses, des variétés. Le Nigeria est gros producteur de manioc. Il y a des variétés qui quittent le Nigeria encore, il y a des variétés qui quittent d'autres pays pour venir infecter notre semence sur le territoire. Okay. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc, il y a le transport des cultures avec leurs maladies. Mais alors, le rôle de nous, agronomes, c'est de dire aux paysans de faire culture piège ou bien de repartir le sol. Et c'est ça que nous appelons assolement. Assolement. Alors, quand vous parlez de culture piège, c'est quoi en réalité? Voilà. Vous êtes paysan. Même si vous avez votre parcelle qui correspond à cette salle, il suffit de repartir la parcelle en sol. Et on appelle ça la sol. La sol, c'est l'opération qui permet de repartir la parcelle en sol qu'on appelle assolement. Okay. Maintenant, si vous faites manioc ici, sur cette sol, cette année, l'année prochaine, il faut faire de maïs. Est-ce que vous voyez? En ce temps, vous allez feinter la maladie qui attendait déjà le manioc. Est-ce que je peux aller faire le manioc sur mon deuxième bien terrain? sûr, oui, bien sûr. Là où j'avais fait le maïs. Très bien. C'est ça la rotation. Vous avez fait la rotation, le tour. Et lorsque ça va revenir encore, la maladie là, c'est déjà partie. Ça, c'est lutte physique, ça. Okay. Maintenant, lutte chimique, il y a des produits qu'on peut traiter les choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'affaire des yams.
Mais les tubercules ne se multiplient pas de la même manière. Ah, d'accord. Non, 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 non. Le manioc ne se multiplie pas comme igname. Non. Igname, par exemple, c'est tubercules qu'on coupe, on sème. On sème et ça produit. Oui. Alors, manioc, c'est la tige qu'on coupe, on met en terre. Est-ce que vous voyez? Patate, c'est liane qu'on coupe, on met en terre. Taro, c'est tubercule qu'on met en terre. Pomme de terre, c'est donc les tubercules ne se multiplient pas de la même manière. Donc c'est à partir de là qu'il y a problème. Le manioc en question, ça a au moins 3 problèmes. Lesquels déjà? À partir de la tige déjà. Quand vous coupez mal la tige et vous enfouissez mal dans le sol, l'attaque commence de là. Et c'est pour ça qu'il y a une manière de couper la tige. Comment faut-il couper la tige alors? La tige doit être mesurée au plus à 0,20. 0,20. Le doigt d'un adulte, ici, il a c'est 0,20. Oui, ici, là, c'est 0,20. Si tu es adulte, tu n'es pas phénomène. Oui. Si tu n'es pas phénomène, oui. Tu fais comme ça va être 0,20. Montrez ça au téléspectateur parce que la caméra est là-dessus. Non, restez là. Oui, gardez ça là. 0,20. Rapprochez ça un peu vers. Voilà. Ça là, ça c'est 0,20. Ok. Donc, de ce doigt à ce doigt. Ça fait 0,20. Ok. 0,20 et tu dois faire tout possible pour avoir au minimum 3 nœuds. 3 nœuds sur la tige coupée. Ok. Et quand vous voulez couper, on coupe en biais. On coupe en biais comme ça. Si vous coupez horizontalement, tout droit comme ça, là, ça marche pas. Vous plantez, il y a Moël qui regarde le soleil et le soleil va griller la tige. Et vous voyez, quand vous coupez en biais, même si l'eau tape, l'eau va glisser. Sinon l'eau reste là, la tige sera pourrie. Ok. Second problème, quand la tige n'est pas traitée, il y a moelle dedans qui est aimé par les termites. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, vous traitez la tige avant d'aller faire bouturage. Donc, manioc se multiplie par bouture et bouture se coupe à 0,20 et au minimum 2 nœuds. Est-ce que vous voyez? Okay. Maintenant, pour mettre en terre, il y a des gens qui plantent comme ça. Il y a des gens qui mettent toute la tige en terre. En terre. Quand vous mettez toute la tige en terre, c'est bien. Mais il y a un phénomène de termites qui peut bouffer tout. Donc s'il y a une partie en haut, vous allez enfouir dans le sol, il y a une partie en haut. Mais la partie qui est en haut doit être en biseau. En biseau. Okay. Est-ce que vous voyez? Okay. Donc ça permet d'éviter donc les maladies. Les maladies. Et les attaques. Les attaques. Okay. Premier problème. Second problème, quand vous faites bouturage et il y a une grande sécheresse, vous n'avez pas la chance d'avoir la reprise totale. Est-ce que vous voyez? Troisième problème maintenant, quand les feuilles sortent, mosaïque, les vers que l'intéressé a montré maintenant, ça attaque les feuilles et les feuilles sont recroquevillées et ça ne peut pas donner un bon rendement. Maintenant, nous sommes en train de vivre les chercheurs. Moi, je ne suis pas chercheur. Les chercheurs viennent de numérer qu'il y a une maladie actuellement qu'on appelle Ebola. Et puis, quand vous avez Ebola attaque aussi les oui, c'est combien? Oui. Ou bien ils appellent ça l'Ebola du manioc. L'Ebola du manioc. Ah, d'accord. Oui, voilà. Donc, ils l'ont appelé comme ça. Comme ça. Moi, je c'est suis pas l'Ebola des humains. Mais paraît-il que ça contamine encore l'homme. L'homme. Est-ce que vous voyez? Et quand vous enlevez les tiges là, et les tubercules, ça devient bouilli. Et ça ne donne pas la qualité qu'on cherche. Okay. Et maintenant, quand vous faites la culture de manioc, ça a un cycle végétal. Le cycle là, quand ça dépasse, si on vous dit que notre manioc, c'est une variété qui donne à 6 mois, il faut récolter. Et vous laissez ça durant 1 an. Quand vous enlevez ça, devient tige. Ce n'est plus tubercule que vous souhaitez, ça devient tige, carrément. Et c'est plus dur. Donc c'est pour cela. Et le mot bao là, vous pouvez me dire ça, bao là, quand on prépare un manioc là, ça dépasse la pâte. Okay. C'est comme blanc que la pâte de maïs. C'est bao. Et ça a dépassé la pâte. La pâte de la farine de maïs. Parce que quand on prépare maïs là, la pâte là, c'est la couleur blanche. Et vrai manioc là, quand vous enlevez
et ça devient blanc. Et bao. Donc ça veut dire que ces maladies peuvent donc être évitées par une lutte biologique. Très bien, biologique et puis physique. Oui, donc il y a deux luttes. On peut faire lutte biologique et lutte physique. Physique, là, on fait piège, assolement, et puis on respecte le climat, et c'est fini. Et c'est fini. Oui. Et donc aujourd'hui, on peut donc éviter toutes ces maladies-là. Oui. Est-ce que c'est parce que les producteurs ne sont pas au courant de ces techniques-là qu'aujourd'hui, les producteurs, en tout cas le manioc, son rendement est vraiment en baisse au Bénin? Et vous savez, je dis souvent que nos paysans, il y a deux catégories de paysans qu'on doit former. On va y aller rapidement. Oui, paysans informés et paysans formés. Et comme vous avez créé ce plateau pour l'agriculture, je demanderai à notre population de suivre régulièrement. Sinon, notre pays a 8 zones agricoles. Et on doit connaître ces zones agricoles. Ce n'est pas n'importe où qu'on fait manioc. Si vous faites manioc dans le bas-fond, par exemple, vous n'allez rien récolter. Parce qu'il y a les cultures de bas-fond, il y a les cultures de sol, il y a les cultures de forêt, et ainsi de suite. Ça m'intéresse vraiment, ce sujet-là. On aura le temps de revenir là-dessus, c'est-à-dire, comment on va dire maintenant, le zonage. Oui, zonage agricole. Oui. D'accord. On viendra donc bien sûr en parler très très bientôt. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maxewayi. Oui. Le temps qui est imparti au monde agricole est terminé pour ce soir. On va se retrouver très prochainement pour continuer à en parler. Pourquoi pas demain, si vous voulez, bien évidemment. Je vous remercie. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Restez donc en notre compagnie, puisque nous allons accueillir le coach Marcel Font dans un instant. Avec lui, il sera question, bien sûr, de parler du développement personnel, comment changer sa vie. Et puis, nous allons retrouver Heureuse Danodé et son invité pour parler, bien sûr, du métier de l'assistant social. L'espère ce soir se résume juste à une seule question. Oui, nous allons laisser le coach Marcel Font parler correctement. La question est la suivante, mais comment changer sa vie en modifiant ses valeurs? Bonsoir coach. Bonsoir Axiom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais pourquoi parlez-vous aujourd'hui des valeurs? D'autant plus que vous vous intéressez beaucoup plus à l'excellence personnelle. Merci, c'est un plaisir renouvelé d'être en contact avec les téléspectateurs à travers ce plateau de BB24. Mais nous avons découvert depuis un bon moment à travers nos séminaires quelque chose d'extraordinaire mais de profond qui est lié à la vie au quotidien des gens qui participent à nos séances. C'est quoi? Des gens ont vécu des choses dans le passé, des choses qui les ont amenés à prendre des décisions, à formuler des métaphores et dans certaines mesures même à mettre en place de nouvelles valeurs. Mais il se fait que ces gens-là, à un moment donné, lorsqu'ils finissent de vivre ces situations qui, dans la plupart des cas, sont des situations négatives sur leur vie, ils ne réussissent pas à faire un point pour se poser la question pour que je redevienne quelqu'un de bien, quelles doivent être mes nouvelles croyances, mes nouvelles valeurs, les principes et les métaphores qui doivent conduire ma vie. Et j'ai découvert ce phénomène dans la vie de beaucoup de personnes. Et vous imaginez au cours d'un séminaire, quelqu'un, par exemple, 10 ans avant, a foutu ou s'est retrouvé sans époux ou sans épouse à cause d'une situation. Et au lendemain de cette situation, pour se protéger dans la société, se dit, par exemple, si c'est une femme, elle se dit, mais les hommes sont mauvais. Ah, oui. OK? Alors, par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce que cette personne vit en ce moment, effectivement pour lui, pour se calmer, pour se mettre en abri, pour calmer ses émotions, il faut qu'elle puisse répéter alors cette phrase qui dit « les hommes sont mauvais ». Mais quand vous avez fini de faire votre cul personnel en disant que les hommes sont mauvais parce que vous venez de sortir d'une situation négative qui vous a fait perdre, pourquoi pas, qui a foutu votre vie, votre mariage en l'air, mais est-ce que cette expression, 1 an, 2 ans après, que vous avez envie de reconstruire une nouvelle vie de famille, est-ce que cette expression, cette valeur continue d'être encore actuelle?
À mon avis, non. Mais on continue de traîner alors cette affirmation, cette valeur, les gens sont mauvais. Mais au même moment, on se bat tous les jours pour rencontrer à nouveau l'âme sœur pour reconstruire sa vie de famille. Les hommes sont mauvais. Et ça veut dire que celui que vous allez rencontrer, ce sera toujours un mauvais. D'avance, c'est quelqu'un de mauvais. De mauvais. Mais vous vous battez, vous faites tout, mais vous n'arrivez pas à concrétiser ce nouveau projet pour vous. Parce que c'est déjà ancré dans votre cerveau, c'est dans un coin là. Et lorsqu'on dit les hommes sont mauvais, on ne peut pas quand même donner du cœur, on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas faire confiance quand même à quelqu'un qu'on pense qu'il est mauvais. Alors, j'ai d'autres exemples qui ont été très difficiles à guérir au cours des séminaires de coaching avec des gens. Quelqu'un, par exemple, qui prend un nouveau poste, avant de venir au poste, on lui dit, alors, il faut te prendre au sérieux, sinon tes collaborateurs vont t'embêter. Alors, il démarre le boulot effectivement tout sérieux, il vient dans son boulot, bonjour aux gens, il s'assoit, il donne des ordres. Alors, il se met dans cette posture, il les laisse pendant longtemps, les gens font juste ce qu'ils doivent faire, mais à un moment donné, cette personne se rend compte que j'ai affaire à des gens qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup de cœur et qui font tellement de choses pour rester naturel avec moi. Mais puisqu'on lui a dit dès le début, il faut que tu sois sérieux dans son travail, il continue de se répéter cette phrase, de considérer alors cette métaphore comme une valeur. Et tous les jours, lorsqu'il rentre dans son bureau, il se bat pour ne pas sourire à des gens qui viennent vers lui pour recevoir de l'amour, de la joie sur un lieu de travail. Alors pensez-vous qu'après un an, qu'on a pris service en tant que responsable dans une société, on peut continuer à répéter qu'il faut se prendre au sérieux en ne souriant pas aux gens, en restant dans son costume droit, en donnant que des ordres. C'est le chef, hein, écoutez. Alors j'ai découvert quelque chose. Les entreprises comment coach Marcel Iffon sortir? Alors pour sortir de ces différentes difficultés, c'est là que je voudrais en venir. Ce qui nous amène, nous, à aider les gens à sortir de ces difficultés, c'est de les amener à rompre ces chemins. C'est des chemins que vous avez mis en place, qui ont marché pendant une période donnée, mais les mêmes chemins ne peuvent pas marcher tout le temps. Les gens continuent de traîner. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, on ne change pas l'équipe qui gagne, je vais revenir là-dessus, mais parfois, on est bien obligé de changer l'équipe qui ne gagne pas. Parce que quand vous avez pris service, c'est vrai, on vous a dit de vous prendre au sérieux, vous ne mangez pas n'importe où, mais avec le temps, vous avez compris que les gens ne sont pas pour autant méchants. Alors les gens ont besoin d'avoir des interlocuteurs vrais. Vous savez, quand est-ce que le cerveau commence à vraiment travailler? C'est lorsque vous retournez à la nature. Il y a des gens qui sont bien obligés de retourner au champ, de s'occuper des animaux, de se remettre en contact avec la nature avant de revenir dans leur cravate, dans leur bureau et bien travailler parce qu'il leur manque d'être naturel. Mais en disant que les gens sont mauvais, en disant qu'il faut se prendre au sérieux, alors ils continuent d'utiliser le pouvoir qui est lié au titre, collé bien sûr au poste qu'ils occupent, et jusqu'au moment où ils se rendent compte en fait qu'ils sont en train de très bien faire la mauvaise chose. Voilà comment, par exemple, un jeune cadre peut échouer lamentablement 2 ans après à son poste de responsabilité simplement parce qu'il n'a pas réussi à remettre à jour alors ses valeurs sur ses relations avec l'équipe qu'il doit conduire. Mais et s'il se rendait compte réellement que les gens là sont effectivement mauvais, il fait quoi? Alors, je peux vous rassurer, ça fait 10 ans que je fais ce travail, je ne fais que ça. Et comme j'ai l'habitude de le dire aux gens, même si au début vous étiez suffisamment con, rien qu'en répétant les mêmes choses, vous allez comprendre ce qui permet à certaines personnes de réussir et ce qui permet à d'autres également d'échouer. Je vous mets au défi, lorsque vous rentrez dans un milieu, on vous dit que quelqu'un est mauvais, alors commencez à donner de la joie et vraiment l'abondance de joie à cette personne. Ça répond au même scénario que je viens de décrire. Lorsque vous rentrez dans un milieu, vous gardez la seule affirmation que vous avez eue dès le départ, ce qui est pour vous une valeur, ce qui vous permet, vous, de réussir votre carrière, mais que vous ne vous êtes jamais posé la question pour savoir est-ce que ce que j'ai pensé des gens en mettant en place, alors c'est comme un outil de travail. Ces barrières, oui. Est-ce que réellement ça convient aux interlocuteurs que j'ai en face de moi? Mettez-vous dans le sens contraire. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas passer 2 ans à donner l'amour, la joie à quelqu'un qui est en face de vous et que la personne va continuer à être rancunière. À un moment donné, elle va éclater de rire. J'ai vu des gens qui ont pleuré pendant longtemps, qui ont appelé au cours d'un séminaire des partenaires ou des collègues de travail en pleurant parce qu'ils aiment tellement les gens, mais ils sont obligés alors de se battre pour sauvegarder cette valeur qui consiste à dire alors il faut se prendre au sérieux lorsqu'on est responsable dans un service. Voilà par exemple le moyen par lequel, comme je le disais, un cadre brillant, intelligent, avec de très bons diplômes
peut échouer lamentablement 2 ans après qu'on l'a promis un poste de responsabilité. Parce que simplement, il n'a pas pris le temps alors de se poser la question, quelles sont les nouvelles valeurs qui me permettent de réussir avec des interlocuteurs que j'ai en face de moi. Je vais plus loin. Il y a des gens qui sont en train d'éduquer leurs enfants, mais en répétant juste les valeurs que leurs parents leur ont inculquées. Nous sommes au XXIe siècle, mais il y en a qui vivent au XVIIIe siècle. Terrible. Il y en a qui continuent de manger de la façon dont leurs parents mangeaient, alors que beaucoup de choses ont... Simplement parce qu'ils n'ont pas mis en ajout leurs valeurs. Et si ça marchait? Oui, et si ça marchait, c'est ce que je dis. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais dans la plupart du temps, ce qui fout la merde, c'est qu'on continue de répéter bêtement des valeurs ou des choses qu'on a reçues ou qu'on a héritées alors des générations précédentes sans jamais se poser la question, qu'est-ce qui me permet de poser des actes maintenant et tout de suite pour être à jour ou pour me mettre à jour avec la réalité que j'ai en face de moi. Et je voudrais dire à ceux qui me suivent en ce moment, la vie n'est pas pour autant compliquée, elle n'est pas pour autant dure. Dans les différents rôles que vous jouez, vous devez vous reconnecter à vous-même. Dans la psychanalyse freudienne, on ne faisait rien d'autre que de ramener des gens à revivre autrement les scènes, les situations négatives qu'elles ont vécues dans le passé. Et on leur fait comprendre en réalité que cela est passé. Et les gens se guérissent de très grandes maladies. Alors vous avez la possibilité de retourner aux fondamentaux. Comment faire alors cette mise à jour? Oui, cette mise à jour, c'est dans le quotidien. Lorsque vous passez une année sans vous poser les questions aussi bêtes, aussi banales, qu'est-ce qui m'a permis d'échouer avec telle relation? Qu'est-ce qui m'a permis de réussir avec telle relation? Je l'ai dit plusieurs fois sur ce même plateau. À la fin de l'année, on dit bonne année aux gens, on dit promotion, on dit beaucoup d'argent, sans que nous nous mettons à table, nous-mêmes, que nous posons la question, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai cru, quelles sont mes réalités ou quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'a conduit à agir ou à ne pas agir. Mais c'est basique. Je demande aux gens chaque semaine, si vous ne mettez pas à jour vos principes, vos valeurs, c'est vos valeurs qui vous gouvernent. Aujourd'hui, vous êtes enthousiaste sur ce plateau. Pour rester enthousiaste demain, il faut que vous gardiez les mêmes principes, les mêmes valeurs qui vous permettent alors de sourire, malgré que tout ne va pas. Mais on continue d'agir de la même manière, sans jamais se poser la question, qu'est-ce qui m'a permis d'agir hier pour avoir le bon résultat et qu'est-ce qui m'a conduit droit dans le mur. Comme je le disais, après 10 ans, même si au départ vous étiez con, en répétant ce qui a permis aux autres de réussir, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Mais jusque-là, sauf que il y a du bordel, il y a de la foutaise dans beaucoup de situations que vous vivez parce que vous avez refusé de changer. Le changement est têtu. Il y en a qui ont pleuré toute cette nuit, il y en a qui ont pleuré toute cette semaine, il y en a qui vont continuer à souffrir parce que simplement, ils ne veulent pas en découdre avec leurs connaissances, les valeurs qu'ils ont traînées jusque-là. Et je vous mets au défi, vous pouvez rencontrer le plus grand thérapeute au monde, il a le devoir de vous retourner à vous-même. Le jour où vous retournez à vous-même, le jour où vous réussissez à dire à quelqu'un en pleurant, je t'aime, je t'ai aimé pendant longtemps, mais je n'ai pas eu le courage de te le dire. Aujourd'hui, je te le dis. Je ne sais pas ce que ça peut me coûter, mais je t'aime, j'ai un grand cœur pour toi. Ces expressions que je viens de prononcer, il y en a qui sont partis de leur maison simplement parce qu'ils n'ont jamais entendu. Parce qu'on t'a dit, lorsqu'on est garçon, il faut être garçon jusqu'au bout. Oui. Et ça fout la merde. Alors cette merde de garçon ou d'ego que tu as, qui te permet de foutre la merde également dans ta vie de famille. Tu as 4 enfants, tu as 2 enfants, tu as 3, tu as même 1, même peut-être tu es en train de partir avec une grossesse. Parce que simplement tu es incapable de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Ou que tu es incapable alors de montrer que tu es une femme et que quelqu'un a besoin quand même d'être garçon. Est-ce qu'on peut être garçon et femme à la fois dans un foyer? C'est faux. Si quelqu'un vous l'a dit, la personne a menti. On a parlé d'égalité partout, mais il y a des rôles qui continuent de revenir aux hommes, il y a des rôles qui reviennent aux femmes. Les spermatozoïdes, c'est les hommes qui les donnent. Les ovules, c'est les femmes qui les produisent. Est-ce que ça a changé? Ça veut dire que quelqu'un a un rôle. Alors pourquoi tu ne veux pas faire casser, retourner à l'humilité pour commencer à jouer ton rôle, pour retourner à la vraie vie que tu as envie d'avoir? On t'a dit qu'il faut se prendre au sérieux devant tes collaborateurs, tes collègues. Tu l'as fait jusque-là, mais ça t'a foutu de la merde. Ton poste est menacé, mais tu ne te rends pas compte. Jusqu'au jour où tu es dehors et tu continues de dire que les gens t'ont envoûté, mais c'est faux. Il faut changer tes valeurs. Il faut changer tes réalités. On peut briller dans n'importe quel domaine de sa vie, juste si on réussit alors à se reconnecter avec soi et à mettre à jour ses valeurs, ses connaissances, les choses auxquelles vous croyez. Ce qui vous gouverne, ce qui vous motive, ce qui vous amène à agir maintenant, ou ce qui fout la merde. Il faut que j'utilise des expressions parfois ordurières pour permettre à certaines personnes de se retrouver dans ce que nous disons. Parce que c'est ça la vérité. On vous a caressé dans les sens du poil jusque-là, ça n'a pas donné du résultat.
Moi, je vous dis la vérité. Si vous voulez alors reprendre avec cette relation de vie de famille, il va falloir que vous redeveniez vous-même. Il va falloir que vous mettez à jour vos valeurs. Il va falloir que vous vous posez une question. Qu'est-ce qui m'a permis de sortir de cette maison quand bien même je l'aimais pour autant? Vous allez comprendre que vous devez pouvoir mettre de côté votre ego. Vous devez pouvoir aller rechercher l'humilité. Vous devez changer peut-être le nom que votre père vous a tout le temps donné. Vous êtes une femme, mais votre père vous appelle garçon. Parce que certainement, dans sa cour, il n'a pas eu la chance de faire des garçons. Oui, c'est aussi banal. Mon père m'a toujours appelé que je suis un garçon quand même je suis une fille. C'est basique. Et tu te maries, tu veux te comporter, alors quand même tu es une femme, tu veux te comporter comme le garçon. Mais ça ne peut pas marcher, parce qu'il y avait déjà un garçon. Coach, on a moins d'une minute. On a moins d'une minute, je voudrais dire pour donner les outils aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ce qui fout la merde et qui vous permet de ne pas vivre la vraie vie que vous vivez, ce n'est pas les grandes solutions que vous cherchez à l'église, parfois la solution à l'église, ce n'est pas les grandes solutions que vous cherchez dans les hauts séminaires, mais c'est votre incapacité à mettre à jour vos valeurs. Et ce que j'appelle valeur, on peut l'expérimenter, c'est l'honnêteté. Ce que j'appelle valeur, c'est l'humilité. Ce que j'appelle valeur, c'est peut-être la reconnaissance. Pouvoir dire la sauce que tu as préparée aujourd'hui, chérie, elle est merveilleuse. Depuis qu'on vit ensemble, je n'ai jamais mangé une sauce aussi merveilleuse. C'est de la reconnaissance. Elle a besoin de le savoir. Oui. Et elle vit la chaîne pour ce jour-là. Elle coule des larmes. Elle dit simplement, chérie, c'est ce que j'attendais de toi depuis longtemps. Et votre vie de famille renaît. Merci aux téléspectateurs de vous reconnecter avec vos valeurs. Changez-les autant que se peut. Oui. Ne restez pas connectés à la même valeur. La même valeur dans un autre scénario, dans la journée, a besoin d'être changée. Si vous passez une semaine, vous passez un mois, vous passez le trimestre sans vous mettre assis pour vous poser la question, qu'est-ce qui vous a permis du résultat et qu'est-ce qui vous a permis d'échouer dans certains domaines de votre vie, vous comprendrez en réalité que simplement vous avez besoin de mettre à jour vos valeurs. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Fond, d'être venu. Alors, les séances de coaching gratuites? Alors, les séances de coaching gratuites continuent. Nous sommes au mercredi soir. Alors, demain, jeudi à 19h00 pour ceux qui sont à Cotonou. Je les invite. Il se passera quelque chose d'extraordinaire. Nous prenons sur certainement la question des valeurs. Nous avons invité pour ceux qui vivent à Cotonou, M. Gaston Zossou, qui est un ancien ministre, qui est actuellement le directeur général de la Loterie nationale, pour qu'ils viennent partager avec nous. Nous ne disons pas que les gens que nous invitons sont toujours des gens à succès dans tous les domaines de leur vie. Mais si vous réussissez quand même à vous faire connaître, ça suppose qu'il y a des choses quand même qui sont bien. Alors, nous partageons avec le public à la salle Majesté, à la salle de formation Majesté de Bégamé à 19h00, c'est gratuit. Si vous voulez, venez. Après, moi-même, je suis là et je parlerai avec vous en live aussi comment est-ce que vous pouvez changer, briser les chemins qui vous empêchent d'être la vraie personne. Merci à vous, coach. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Demain, vivement à 19h pour les téléspectateurs. Pour les téléspectateurs. Le grand rendez-vous va continuer chez les téléspectateurs avec Heureuse Danoundé et son invité. Nous sommes chez l'assistant social. Nature et bien-être, aujourd'hui, nous vous présentons l'assistant social, défini aujourd'hui comme un bouclier pour les personnes vulnérables, protéger et aider. Les pros du social sont sur Nature et bien-être. On va suivre d'abord ce reportage et revenir. Oui, c'est le public qui tout simplement s'exprime, nous dire en réalité ce qu'il comprend par l'assistant social. Regardez. Assistants sociaux au Bénin, moi, c'est les gens ONG qui viennent en aide aux enfants orphelins, les enfants démunis, les enfants de rue. Qui viennent, aussi des gens qui viennent en aide aux femmes qui n'ont pas les moyens. Un assistant social, c'est de contribuer pour aider les pauvres. Un assistant social a pour, selon moi, de l'harmonie entre l'enfant et ses parents biologiques ou marraines, celui qui, comme tuteur, s'occuper de ses enfants, les amener à être en harmonie, à vivre en société, généralement dans leur famille. S'ils sont en difficulté et s'ils sont dans la rue, les ramener à leur famille pour les aider à améliorer leur situation de vie en quelque sorte. Le rôle d'un assistant social, c'est de venir en aide aux hommes pauvres, aux hommes démunis, par exemple,
les enfants orphelins. Ce sont des gens qui viennent au secours des personnes en danger, malades ou toute personne ayant un problème en tout cas. Ces gens, une association qui fait du bénévolat par exemple, les assistants sociaux, c'est des gens qui aident, qui aident des gens sans partir retour quoi. Un assistant social, lui, fait son œuvre sans s'attendre quelque chose. Et disons, il fait juste par compassion. C'est de porter de l'aide suffisamment pour supporter le peuple. Quand la famille est en difficulté, surtout les enfants, on a recours aux assistants sociaux pour trouver une solution à ces familles qui dérangent surtout les enfants. Monsieur Gildas Glonou, assistant social, le chef du centre de promotion sociale de Papa 2. C'est bien ça. Bonsoir. Bien, bonsoir à vous. Merci de nous retrouver pour le numéro 2 sur l'assistance sociale. Heureuse, bonsoir. Bonsoir, Siom. Ah oui, comment allez-vous? Je vais très bien. Dans votre rose ce soir. Eh oui, je vais bien. Rose, bleu, blanc. Tout à fait. Ah oui, rien que des couleurs, c'est pas si ce sont des couleurs d'amour, hein, c'est ça, hein, rose, bleu, blanc. N'est-ce pas? C'est ça. Je crois bien. Ah oui. En tout cas, des couleurs qui parlent hein, de bonheur. Ah oui, c'est l'amour. De rosité. Vous êtes amoureuse, amoureusement heureuse ce soir. Bon, c'est bien possible. Et ça parle d'aide sociale, et assistance sociale. Tout à fait. Nous sommes avec les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, et depuis hier d'ailleurs, c'est toute une semaine consacrée à l'assistance sociale. Et on a eu à parler de leur salaire. Hier, ils sont salariés. On a parlé de leurs études, de leurs compétences. Aujourd'hui, on va parler, et même on a eu à brosser quelques parties de leur rôle. On va y aller plus en profondeur aujourd'hui. Mais d'abord, est-ce que tout le monde bénéficie des services des assistants sociaux? Merci beaucoup. Tout le monde peut bénéficier des services des assistants sociaux. Parce que quand vous prenez en République du Bénin, malheureusement, c'est les personnes en situation difficile qui fréquentent les centres de promotion sociale. C'est pour cela qu'on pense que c'est les personnes en situation difficile qui fréquentent les centres de promotion sociale. Je peux être personne ayant les moyens, mon enfant veut voyager, veut aller à l'extérieur. Il y a une loi qui dit, la loi portant déplacement, conditions de déplacement des mineurs en République du Bénin. Donc c'est l'assistant social qui pourra faire une enquête sociale et demander à l'autorité administrative d'accorder la sortie de mineurs à cet enfant pour pouvoir voyager. Donc, toute personne pourra fréquenter un centre de promotion sociale, bien une structure qui s'occupe des questions sociales. Mais finalement, quels sont vos domaines d'intervention? Oui, l'assistance sociale travaille dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines d'intervention, que ce soit le secteur hospitalier. L'assistance sociale travaille dans l'armée, dans l'école, ou bien les services sociaux scolaires, on les appelle les services sociaux scolaires. Également, l'assistance sociale qui travaille dans les secteurs privés, ou bien en milieu spécifique, on les appelle les services sociaux spécialisés. J'ai dit hier que l'assistance sociale, la majeure partie du temps, travaille pour l'État. Donc, ceux qui sont au niveau de l'État, dans les institutions étatiques, travaillent dans les centres de promotion sociale ou les fonds d'appui. Alors, quand on vient dans un centre de promotion sociale, c'est une structure qui s'occupe de la prévention des risques sociaux et de leur gestion. Donc, quand je suis dans la protection de l'enfant, qu'est-ce que l'assistance sociale peut faire concrètement? Donc, l'assistance sociale écoute cet enfant. Quand il écoute cet enfant, l'enfant va poser des problèmes, va poser des questions. On doit pouvoir identifier ces questions-là, ces problèmes. Lorsqu'on identifie, on l'accompagne dans la résolution des problèmes. Et en son temps, ce n'est que l'enfant qui pourra dire à l'assistance sociale, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et en fonction de ce que l'enfant a dit, on l'accompagne. Parce que l'assistance sociale fait tout en mettant l'enfant au cœur du développement, au cœur du problème. Mais dans quel domaine l'assistance sociale n'intervient pas? L'assistance sociale intervient dans tous les domaines. L'assistance sociale, c'est un acteur de développement. Il n'y a pas de domaine puisque nous sommes dans un pays en voie de développement où tout est à reconstruire, l'assistance sociale est partout. Mais
heureusement, il y a des domaines où l'assistance sociale se spécialise, que ce soit la protection de l'enfant, la jeunesse, la famille, l'économie familiale et sociale. Donc, chacun choisit le domaine qui l'intéresse, que ce soit au niveau des personnes de troisième âge ou dans le genre. D'accord. Vous aviez parlé de l'assistance sociale dans le domaine médicalisé, les assistants sociaux dans les hôpitaux. Comment ça se passe? Bonne question. Heureuse d'annoncer. Monsieur Bruno, on va revenir tout à l'heure. Il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, 19h45. Rock, à vous. Il est 19h45, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. On a commémoré ce jour la montée au ciel de la Vierge Marie par la communauté chrétienne catholique, mais au Bénin, la fête de Liam célébrée à la même date semble lui ravir la vedette. À suivre dans ce journal différents avis. Liam, ce tubercule très aimé de ses consommateurs, existe en plusieurs variétés. Comment en reconnaître la bonne qualité selon les mets auxquels elle est destinée? Nous aurons plus de précisions. Et puis dans les marchés, notamment d'Antokpa, ça grouille de monde autour de Liam pour la fête. À quel prix le tubercule est-il vendu? Nous y sommes allés faire le constat. À nouveau, bonsoir. 15 août, une date fériée au Bénin en raison de la célébration de la fête de l'Assomption par les chrétiens catholiques, mais une fête culturelle. Celle de Liam est célébrée à cette même date et tente d'éclipser l'Assomption au point même de lui ravir la vedette. L'Assomption, l'autre fête qui tend vers l'oubli, c'est un élément signé Christian Devochi et Rodrigue Herman Amega. Pour les fidèles chrétiens catholiques, c'est un jour de fête d'obligation spirituelle. L'Assomption est une donnée de leur croyance. C'est le dogme selon lequel la Vierge Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, Mère de Jésus, toujours vierge, est élevée corps et âme au terme de sa vie terrestre au ciel. Et ce dogme a été proclamé solennellement 1er novembre 1950 à la fête de tous les saints, par le pape Pie XII. 68 ans donc qu'elle a été instaurée et intégrée le calendrier romain. Mais de plus en plus, la date du 15 août résonne autrement. La célébration de la montée de la Vierge Marie devient un épiphénomène et se noie dans l'effervescence de la fête de Liam. Une réalité tristement vécue dans les milieux religieux. Il y a un glissement de cette fête, de cette solennité de l'Assomption vers la fête de Liam. J'étais à la messe une fois, j'ai demandé aux enfants, un 15 août, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Et comme vous savez, tout enthousiasmés, les enfants ont levé le doigt et j'en ai désigné. Ils m'ont dit, on fête aujourd'hui la fête de Liam. J'en étais interloqué. Quand on commence par échanger la fête de la Vierge Marie, de l'Assomption de la Vierge Marie, on met cette fête, on fait remplacer cette fête par la fête culturelle de Liam. Nous, chrétiens, nous devons nous poser des questions. C'est une fête culturelle et identitaire, clament les habitués de la célébration de Liam. Aujourd'hui, nous échappons à l'aliénation. Le Béninois a compris que s'il va se développer, c'est dans son coin domaine. S'il doit se développer, c'est en inscrivant les Djawamo dans les projets de développement. Sinon, nous allons toujours risquer quelque part de perdre le fil de la destination. Le problème est communicationnel, soutient le clergé. C'est le dictat de la communication. Et vous voyez, un mois avant la fête de Liam, on commence par communiquer autour de cette fête culturelle de Liam, de telle sorte que de plus en plus, il y a la fièvre qui monte. Si on communiquait autant sur l'Assomption, vous allez voir que les choses vont changer. Il y aura une correction de la mentalité par rapport à la fête de l'Assomption. C'est une mobilisation spontanée, pense l'autre partie. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes en train d'accomplir
les conditions de notre immortalité. Et ce n'est pas la fête de l'Igname qui est la nouvelle année. De toute évidence, après la messe ce 15 août, des fidèles chrétiens s'offriront à coup sûr quelques plats délicieux d'Igname. Absolument, vous avez parfaitement raison, Herman Rodrigue Amega. Et nous sommes le 15 août, la fête de l'Igname. Donc, la fête de l'Igname, depuis quelques jours, ce tubercule est déjà disponible en quantité dans les marchés. Comment reconnaître la bonne qualité d'Igname? Reportage Boris Aïna, Lazare Migan et Marcel Arrossi. C'est la fête de l'Igname et déjà, le marché d'Antokpa, réputé pour ce commerce, fourmille de ce tubercule. Grossistes et détaillants nous présentent les diverses variétés d'Igname. L'igname qu'il y en a maintenant, c'est 41 Igname. Et la boko aussi, Allah, il y a Nyanambou, il y a Klati, il y a Nago, il y a Dodo, à Fegi, à Mafobo. C'est ça là qu'il y en a maintenant. Vous regardez bien, le bout est c'est pointu et ça a les traits. Mais l'autre là aussi, là voilà, son bout n'est pas pointu. Voilà. Parmi ces gammes d'Igname, le laboko est indiscutablement la plus prisée et la recette culinaire la plus courante. Les gens l'aiment la boko pour acheter, pour fêter là. Là aussi, là on prépare pour bouillir, pour griller aussi, c'est bon. Toutes les Igname ne sont cependant pas destinées au même usage. S'il y en a qui sont pilées, d'autres par contre sont conservées sous forme de cossettes. Certaines gammes ne sont reconnues qu'après cuisson. Le 15 août est la date annuellement dédiée pour valoriser la culture et la consommation de ce tubercule, produit vivrier caractéristique de l'ère culturelle Marie. Et depuis quelques jours, le marché d'Antokpa est aux couleurs de la fête de l'Igname. Le tubercule très apprécié et consommé par plusieurs communautés du Bénin est en vente en quantité dans ce haut lieu d'échanges commerciaux. À quel prix l'Igname est-elle vendue? Nous avons posé la question aux commerçants et acheteurs. C'est à travers cet élément signé Patrick Adjagodjou. Où acheter de l'igname en quantité et en qualité? Pas besoin de trop vous en soucier. C'est la saison des bonnes affaires pour s'offrir les premières récoltes de tubercules d'igname. Et pourtant, la vue partielle du commerce de l'igname au marché d'Antokpa donne un aperçu de morosité économique. Les gens viennent, mais ce n'est pas comme l'année passée. Le marché ne va pas. Les clients ne viennent pas au marché pour venir payer. Le constat est palpable. La ruée vers l'igname n'est pas encore au rendez-vous. Ce tubercule aux saveurs suaves attire néanmoins quelques férus. Le prix maintenant, ce n'est pas encore arrivé en bas. Le prix est toujours en haut. Par exemple, j'ai acheté ceci maintenant à 5 500 le quart. Donc je vois que c'est un peu cher. 5 500 francs CFA pour s'offrir ce sac de 50 kilos à moitié rempli d'igname. La vente au kilogramme de ce tubercule est possible et à la portée de toutes les bourses. La boco de prix, en gros là, c'est 35 000, nous en train de vendre en gros 100 kilos maintenant. Ici, moi, je vends la boco et le sac, c'est à 40 000. Les détails, le 50 kilos, tout à 20 000. Selon le prix, et 50 kilos maintenant, si c'est la boco, c'est à 25 000. Et si c'est à là, c'est à 12 000. On paie le 50 kilos. Il y a pour 1500 là, il y a pour 1000 francs là, il y a pour 500 là. La boco là, on vend le kilo aujourd'hui, maintenant on vend le kilo à 350. Il y a gros, il y a moyen, il y a petit. Donc les gros là, on vend ça à 350, les moyens on peut vendre ça à 300 et 250. Ça vient de Kétou, ça vient de Savalou et Glazoué. Mais pour le nord là, ça ne vient pas maintenant. Le mois d'août marque une saison privilégiée pour déguster et consommer à satiété l'igname dans plusieurs communautés du Bénin.
Merci. Et quelques brèves à présent pour terminer. L'Ouganda se tourne vers des projets hydroélectriques pour répondre à sa demande croissante en énergie électrique. L'un des 4 projets hydroélectriques est financé conjointement par la Chine pour aider à réduire les graves pénuries d'électricité dans le pays et contribuer au développement de l'économie locale. Une fois achevée, la centrale devrait permettre d'augmenter la capacité électrique du pays de 23%, tout en réduisant le coût. Ce sera alors les tarifs les plus faibles de l'Afrique de l'Est. Parlons de cette catastrophe en Italie. Un important pont autoroutier s'est effondré près de la ville de Gênes, entraînant une chute de véhicules de 100 mètres plus bas. De sources policières, le nombre de morts dans cet accident est passé de 10 dans la matinée d'hier à 35 dans la matinée de ce 15 août. Des images vidéo montrent l'une des colonnes retenant le haut du pont suspendu lors d'un épisode orageux, un phénomène décrit par la police comme une violente nuée orageuse. Un certain nombre de véhicules étaient sur le pont quand il s'est effondré. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous. Une fois encore, bonne fête de l'Assomption et bonne fête de l'IAM qui se poursuit d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup à vous, Roch Akweyinou, pour la présentation du journal. Et on constate tout simplement qu'un pont qui s'effondre en Italie, et si c'était au Bénin, en tout cas, il faut qu'on contrôle vraiment les choses. On revient en plateau avec monsieur Gildas Glonou. Heureuse d'annoncer, vous avez posé une question concernant l'école. Pardon, les hôpitaux. Hein. Eh oui, l'assistance sociale en milieu médicalisé. Quels sont ces domaines d'intervention? Où est-ce qu'il intervient? Merci beaucoup. Dans un hôpital, l'assistance sociale travaille dans tous les secteurs. Parce que vous avez pris également par là. Dans tous les paliers. J'ai travaillé dans un hôpital du Bénin. Donc je sais comment ça se passe en tant que rôle de l'assistance sociale. Il faut dire que l'assistance sociale est là d'abord pour écouter les usagers. Lorsque vous venez vers l'assistance sociale, il pourra vous écouter pour savoir ce que vous vous posez comme problème. Et en fonction de vos problèmes, il essaie de vous accompagner. Quand on prend le Fonds sanitaire des indigents, puisque l'assistance sociale contribue également à la prise en charge des malades, comment ça se passe? Le médecin qui suit le malade, à un moment T, constate que le malade n'arrive plus à honorer les dépenses, n'arrive plus à acheter les médicaments. Et là, le médecin suspecte l'intéressé d'indigent. Lorsqu'il suspecte l'intéressé d'indigent, il y a un papier qu'on appelle rapport médical qu'on envoie au service social. Et c'est le service social qui va pouvoir écouter le garde malade ou bien le malade, si c'est le cas. Il écoute le garde malade pour pouvoir évaluer. Et c'est en son temps, il fait une lettre de liaison pour envoyer à l'assistance sociale de sa zone d'intervention. Si l'intéressé à Séguéa, par exemple, on envoie une lettre de liaison à l'assistance sociale d'Akpakpa 2, puisque moi je travaille dans le 3e et 4e arrondissement. Nous allons écouter le garde malade à notre tour et faire une enquête sociale. Donc finalement, est-ce à dire que l'assistance sociale en milieu médicalisé ne travaille pas sans l'assistance sociale du centre de sa zone? En partie. Il peut travailler seul, mais lorsqu'il s'agit de la prise en charge sanitaire, sur le Fonds sanitaire des indigents, il est tenu d'envoyer une lettre de liaison à l'assistance sociale de la zone d'intervention du malade pour qu'on puisse faire l'enquête sociale. Et quand on fait l'enquête sociale, on peut déclarer l'intéressé indigent ou non. Ce n'est que celui qui est en dehors de l'hôpital qui peut dire que l'intéressé est indigent. L'assistance sociale ne peut pas déclarer quelqu'un indigent, mais il constate l'état d'indigence et il envoie une lettre au chef d'arrondissement ou le maire, et c'est le maire maintenant qui délivre le certificat d'indigence qu'on retourne à l'hôpital. Mais je dois préciser qu'entre-temps, quand la lettre est partie, on ne doit pas attendre forcément le retour pour la prise en charge. On continue la prise en charge du malade. L'assistance sociale ne fait pas que ça. Si c'est au niveau de la pédiatrie, il y a des enfants qui sont malnutris. L'assistance sociale fait ce qu'on appelle la récupération nutritionnelle pour permettre à l'enfant de bien peser, d'avoir un poids dans la norme. Voilà. Et les questions de loisirs également pour les enfants qui sont à la pédiatrie. Et l'assistance sociale les accompagne
pour leur bien-être. Donc l'assistance sociale au niveau de l'hôpital intervient dans tous les services? Dans tous les services, exactement. Okay. Mais vous voyez que l'assistance sociale ne peut pas aller vers tout le monde. Parfois, on dit qu'il y a des problèmes dans les hôpitaux. Mais normalement, qu'est-ce qui est dit dans votre formation, pendant votre formation? L'assistance sociale va vers le malade ou c'est le malade qui vient vers l'assistance sociale? L'assistance sociale peut détecter les cas de plusieurs manières. Soit orientation, pas orientation, quelqu'un dit va au service social, ou l'assistance sociale même se porte vers le malade ou l'intéressé. Donc, ce sont ces deux cas de détection des malades ou bien des cas d'indigence, si je peux m'exprimer ainsi. Mais la prise en charge, elle est totale, quel que soit le domaine. Oui, la prise en charge est totale, mais il faut préciser que l'assistance sociale ne prend pas de sous quand il travaille pour l'État. C'est gratuit parce que l'État donne le nécessaire pour que l'assistance sociale travaille. Donc, il ne doit pas rançonner les usagers ni les clients. Et quand il travaille pour les ONG? Quand il travaille pour les ONG, il est aussi rémunéré. Ça dépend des objectifs de ces ONG. On a dit que les ONG sont là à but non lucratif. Donc, du coup, on ne peut pas payer ces services-là au niveau du privé. Du privé. Maintenant, est-ce que vous intervenez uniquement dans le curatif, ce que moi j'appelle le curatif, ou également au niveau préventif? Voilà. Nous sommes également au niveau de la prévention. L'assistance sociale, à travers la prévention, fait quoi? Des sensibilisations, fait la vulgarisation des tests de loi, parce que l'assistance sociale doit connaître les tests. Je prends par exemple le code de l'enfant, qui dit par exemple qu'un enfant qui a moins de 12 ans ne doit pas avoir des beignets sur la tête, un exemple, et aller vendre. Mais les gens ne savent pas. Donc l'assistance sociale doit porter le message vers la population pour que la population sache qu'il y a des lois qui protègent la personne humaine, qui protègent les personnes en situation de handicap, les personnes de troisième âge, les femmes victimes de violences, les enfants. Donc l'assistance sociale est au cœur du développement. Lorsqu'il y a des cas de cataclysme, les cas d'inondation, l'assistance sociale est également là pour évaluer les besoins. Lorsqu'il évalue les besoins, il essaie de monter un dossier, soit le dossier individuel ou bien un dossier collectif pour appeler l'État au secours. Ça prend combien de temps, permettez-moi, combien de temps quand vous faites votre étude afin qu'un bénéficiaire puisse entrer en possession de ce qui peut être des dons de l'État? Ça prend combien de temps pour qu'il puisse bénéficier de ça? Normalement, c'est sans délai. Je dis normalement, c'est sans délai. Donc ça peut prendre toute une année? Non, c'est sans délai. Sans délai. Ça dépend de la situation. Vous pouvez venir, vous êtes dans une situation d'urgence. Oui. L'assistance sociale qui est dans un centre de promotion sociale peut vous accompagner et régler le problème dans l'immédiat. Lorsque ça dépasse le niveau CPS, le niveau centre de promotion sociale, on monte un dossier qu'on envoie à la structure compétente. Pour appuyer l'usager. Merci. Merci beaucoup à vous, Rose Danodé. Merci également à vous, Monsieur Glonou. C'est vrai qu'on aurait vraiment aimé aller plus en profondeur pour surtout savoir combien, quelques chiffres aussi, vraiment. Ce que le public peut donc bénéficier, ce dont le public peut bénéficier comme service auprès, bien sûr, des assistants sociaux, mais on aura le temps, en tout cas, d'aller plus de en détail. Pas dans les centres de promotion sociale, de façon spécifique pour voir en réalité comment ça se passe là-bas et comment ça marche de ce côté. Merci à vous, Heureuse. Merci M. Glonou. À très bientôt. Merci. Le grand rendez-vous sur la toile, à présent, l'actu web. L'actualité sur la toile ce jour nous informe sur le guide de la disparité des taux de réussite entre l'école publique et celle privée. Les apprenants du primaire et du secondaire viennent de passer avec succès pour les uns et avec échec pour les autres les examens de fin d'année scolaire. Comme les années antérieures, le taux de réussite sur le plan national pour l'ensemble de ces examens n'est pas des plus reluisants. La prise en compte des résultats d'années successives affiche que les taux de réussite sont relativement plus élevés dans le privé que dans le public. Une opinion largement partagée par les populations, mais également par les acteurs du système éducatif. Autre information dans cette actualité du web, 3 mois de prison pour le douanier qui a giflé la fille d'Ajavon, Sébastien.
Massim Kanho, alias Kapi Doubé, agent de la douane béninoise, vient d'écoper de 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis pour avoir exercé une violence physique sur la fille de Sébastien Adjavon et brandi son arme sur cette dernière. Ainsi en a décidé le juge à l'issue de l'audience ce mardi 14 août 2018. Selon l'information publiée par le quotidien Matin Libre, la scène s'est déroulée à la sortie d'une boîte de nuit de la place dans la nuit du vendredi 3 août au samedi 5 août 2018. En effet, la victime serait sur le point de démarrer son véhicule quand le douanier connu sous le pseudo Kapi Doubé l'aurait cogné. S'en est suivi une altercation au cours de laquelle la victime a exigé un constat fait par la police. À en croire la même source, le sieur Massim Kanho se serait opposé à cette exigence. Des faits qui ont conduit Massim Kanho à écoper d'une sentence de 3 mois d'emprisonnement ferme. Une dernière information pour boucler le compte de l'actualité du web de ce mercredi 15 août 2018. La France accueille cet été la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Un tournoi qui a vu une joueuse anglaise marquer un but étonnant. À l'occasion de la rencontre Angleterre-Mexique, Lauren Hamp a inscrit un triplé en seconde période, contribuant grandement à la victoire 6-1 des siennes face aux Aztèques. Sur l'un de ses buts, la joueuse de Manchester City dribble la gardienne mexicaine avant de perdre l'équilibre. En retombant sur le ballon, celui-ci lui glisse sous le ventre avant de filer droit dans le but. La joueuse a elle-même plaisanté au sujet de cette phase et sur son compte Twitter, elle a indiqué, je cite, « Les rageux diront que je ne voulais pas faire ça ». Fin de citation. Ce sera donc tout pour l'actualité du web de ce mercredi 15 août 2018. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur BB24, la chaîne du développement. Oui, le grand rendez-vous de ce soir, presque à la fin. Avant de partir, la météo. Allez, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée sur BB24. On se dit à demain 19h00 pour un autre grand rendez-vous. Ciao.